Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Gilles Moec, le chef économiste du groupe AXA. Bonjour Gilles. Ah, j'ai pas le son. Avec le son, c'est mieux. Avec le son, c'est effectivement mieux. Moi, je vous entendais très bien. Bonjour, David. Bonjour Gilles, ça va? Bonjour, Gilles, ça va? Ça va très bien. Bon, petite question, je ne sais pas si vous écoutiez juste avant notre plateau sur les métaux précieux, mais c'est vrai que quand on voit l'or à plus de 4000 dollars, 4080 au moment où on se parle, l'argent en hausse de 70%, le métal gris depuis le début de l'année, on sent que les investisseurs, et c'est une question, peut-être cherchent à diversifier leur portefeuille, c'est ça aussi, avec des métaux précieux. Est-ce qu'ils ont raison de diversifier, de chercher de la bonne diversification? Je pense qu'il y a... Oui, c'est une diversification qui fait sens, parce que je pense qu'on a du mal à rationaliser un certain nombre de développements qui sont assez contradictoires sur les marchés, parce que, d'une part, si je commence sur les États-Unis, qui sont quand même un peu l'épicentre du problème, je dirais, on a quand même maintenant la manifestation assez évidente qu'il y a un rebond de l'inflation et qu'il y a un ralentissement très net de l'emploi, ce qui veut dire qu'on s'approche d'un épisode stagflationniste. En général, ça n'est pas très bon pour les marchés classiques. Or, pour l'instant, les marchés classiques se portent très bien. Donc, il y a un stress lié à cette contradiction. Et du côté du refuge habituel, qui serait d'aller chercher du soutien dans des actifs obligataires américains, on a des doutes flagrants qui tiennent soit à l'orientation de la politique budgétaire, qui honnêtement est encore plus insoutenable depuis le passage du fameux Big Beautiful Budget Bill cet été. Et on ajoute à ça une crainte d'érosion de la puissance de la monnaie classique, avec le conflit entre Donald Trump et la Fed. Ça fait quand même beaucoup. Et donc, un des moyens, je trouve assez naturel, de se prémunir contre cette situation qui, encore une fois, est quand même assez difficile à rationaliser, c'est de diversifier avec des valeurs finalement assez classiques. Moi, je suis assez d'accord avec Charles. Hein. C'était, je crois, sur une autre antenne, j'ai commis l'erreur de dire que pour une bonne diversification, si vraiment vous êtes très stressé devant les risques d'érosion monétaire, il valait mieux investir dans l'or que dans les bitcoins. Je m'étais fait allumer pendant des jours sur les réseaux pour avoir dit ça. Mais là, je crois qu'on a un peu ces démonstrations en vraie grandeur. C'est assez contre-intuitif parce qu'on a ce désir de diversification alors même que pour l'instant les marchés tiennent, mais c'est précisément parce que les marchés tiennent d'une manière qui paraît de plus en plus étonnante pour beaucoup d'analystes qu'on a ce déport vers des valeurs refuges. Après, c'est vrai que c'est contradictoire d'avoir des actions au plus haut et d'avoir l'or au plus haut. Sauf si ce que vous avez comme scénario dominant chez beaucoup d'acteurs de marché, c'est la coexistence d'un scénario central à peu près correct, à peu près tenable, avec des queues de distribution sur les scénarios qui sont assez inquiétantes. C'est-à-dire que vous pouvez très bien considérer que le choc actuel aux États-Unis est un choc relativement temporaire, qu'on va avoir une petite phase d'accélération de l'inflation, une petite phase de ralentissement de la croissance, mais que tout ça va se résorber assez bien à l'horizon 1 an. Ça, c'est un baseline que j'entends quand même très très souvent de la part de beaucoup d'investisseurs, mais avec à côté de ce baseline une probabilité quand même assez forte d'un vrai accident. Et cet accident, il peut venir par exemple d'une montée en puissance encore plus nette de ce conflit entre la Fed et le gouvernement américain, où il peut venir aussi, comme on l'a vu vendredi, d'un retour de manivelle sur la guerre commerciale qui clairement n'était pas complètement enterré. Donc, on se prémunit. Vous êtes inquiet pour les États-Unis, encore une fois. Ce qu'on voit, c'est un rebond de l'inflation, mais c'est 3% plus, donc c'est pas non plus, c'est pas dramatique. Et là, pour le coup, ce qui est un peu plus, c'est le gros freinage sur l'emploi. Je ne sais pas ce qui est le plus inquiétant, entre guillemets, parce que sur le choc inflationniste, moi, je ne suis pas sûr qu'on en ait vu le pic. Je suis même plutôt persuadé du contraire, qu'on va aller vers une vérification de ce truisme, qui est que quand vous mettez des droits de douane importants, en général, ça finit par un peu plus d'inflation. Et ça ne se produit pas tout de suite. Et on l'a vu au printemps 2025, où une critique alors continue des économistes était qu'on passait notre temps à dire qu'il allait y avoir un choc inflationniste, qu'on ne voyait encore rien dans les chiffres. C'est parce qu'à l'époque, on était encore dans une situation dans laquelle beaucoup d'entreprises avaient pu se prémunir contre les tarifs en ajoutant des stocks. Là, dans une phase
où on ne peut plus s'en prémunir, donc le choc commence à monter, et je ne suis pas du tout certain qu'on y soit au bout, sachant qu'en plus, on a cette restriction massive sur les entrées sur le marché du travail américain via ce qui se passe du côté de l'immigration, qui est absolument essentiel. Je rappelle que d'après Pew Center, il y a plus d'1 million de personnes nées à l'étranger qui ont quitté le territoire américain depuis janvier 2025. C'est quand même un gros choc sur l'offre de travail. Donc le choc inflationniste, il est réel. Et Mais en même temps, il nous met nous, pardon, juste Gilles, il nous met nous, ce choc inflationniste, parce qu'on est à 3%, potentiellement dans quelques mois, on monte à combien aux États-Unis en on peut termes aller jusqu'à d'inflation? 4, ce qui serait quand même 2 fois l'objectif de la Fed, Ouais, ça commence à alors faire même beaucoup. que la Fed est en train de recommencer à baisser ses taux. Il y Et a je moyen pense que qu'elle baisse ses taux alors que l'inflation remonte à 4? pour l'instant, je suis assez. Je comprends ce qu'ils font. C'est-à-dire que, comme on part d'une situation où la politique monétaire était quand même assez restrictive, on était Oui. au-dessus de 4%, et on voit effectivement le marché du travail qui commence à se retourner, ça fait sens, c'est ce que dit Jay Powell, de dire, puisqu'on est encore en territoire restrictif, allons en territoire neutre, parce qu'on n'est pas en train d'ajouter, entre guillemets, on n'est pas en train de nourrir la vague inflationniste, mais ne descendons pas plus bas que le taux neutre. Si vous regardez Le les taux neutre, il est prévisions à combien? Il est il est à à 3. En tout cas, 3. c'est ce que la Fed nous dit, hein. Lorsque on regarde en prévision de quel serait le bon niveau de long terme des Fed Funds, ils nous disent 3%. Et le marché les croit. Parce que ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est l'une des nombreuses contradictions entre les différents marchés, les différents segments de marché qu'on a aujourd'hui. On a un marché qui croit la Fed parce que vous prenez les contrats à terme, personne ne pense que la Fed va baisser ses taux en dessous de 3% à l'horizon de 2 ans. Or, si vous n'avez pas cette réaction très forte de la Fed, si vous n'avez pas de passage dans le territoire véritablement accommodant, alors là, on doit se poser des questions sur la valorisation des actifs boursiers. Parce que l'une des raisons qui nourrit cette bonne tenue du marché boursier, c'est ne vous inquiétez pas, la Fed ira possiblement très loin pour nous éviter un gadin. Sauf que, voilà, c'est pas ce que vous dit le marché obligataire, ce n'est pas ce que les contrats à terme vous disent, et c'est surtout pas ce que la Fed elle-même nous dit. La Fed nous dit, on va réduire le degré de restriction de la politique monétaire, mais on n'ira pas vraiment en territoire accommodant, en tout cas, pas sans gadin beaucoup plus massif que ce qui est aujourd'hui précédent le marché. Ça veut dire que les marchés boursiers ont peut-être perdu tout leur ressort, en tout cas tout leur catalyseur haussier aujourd'hui? On est dans une situation assez étonnante où, j'imagine que vous l'expérimentez vous-même avec vos invités, tout le monde se gratte un peu la tête. C'est-à-dire qu'on voit un marché qui tient, alors même que la conjoncture américaine commence à se tasser. C'est pas catastrophique, mais ça mollit quand même de manière assez significative. On a une Fed qui nous dit je vais aider, mais pas tant que cela. Et puis on a régulièrement des rappels du fait qu'on a à la Maison-Blanche quelqu'un qui est quand même très très disruptif. On l'a vu encore vendredi dernier. Donc c'est vrai qu'on est un peu dans un mystère là sur le marché action. Et une chose qui m'avait frappé, il faudrait que je re-regarde parce que je n'ai pas regardé ces chiffres-là récemment, mais c'est que les derniers moments de très forte montée du marché action aux États-Unis étaient dominés essentiellement par des petits porteurs, par des investisseurs retail. Alors, peut-être que les investisseurs retail ont raison, mais ça devient un tout petit peu inquiétant quand les grands investisseurs institutionnels, eux, commencent à être un tout petit peu nerveux et peut-être réduisent la voilure, et que ce sont plutôt des petits investisseurs qui amènent encore de l'eau au moulin du marché. C'est pas nécessairement Historiquement, c'est positif. inquiétant, c'est intéressant ça de voir que ce sont quand les institutionnels sont plutôt pessimistes et les particuliers, les retail, les particuliers plutôt acheteurs, plutôt optimistes en général, ça se finit mal. On va faire l'hypothèse que les institutions institutionnelles ont normalement un historique de marché, des capacités d'analyse qui normalement dépassent la sagesse collective des petits porteurs. Il est possible que les petits porteurs aient raison, que les institutionnels soient trop conservateurs, qu'ils n'aient pas vu toute la promesse de leur évolution de l'intelligence artificielle. Tout est possible. Mais voilà, je mets ça sur la table. Il y a quand même là quelque chose d'un tout petit peu embêtant. Si vous regardez les flux sur le marché action aux États-Unis depuis maintenant quelques années, on a eu une vraie progression du retail. Ce sont les Certes, particuliers aujourd'hui qui font le marché américain, pardon de le dire comme ça, mais en tout cas, on a eu des flux importants. Et ça, je trouve que ça permettrait d'expliquer pourquoi on a cette espèce d'écart entre des investisseurs professionnels, entre guillemets. J'en connais très peu aujourd'hui qui vous disent mais si, il y a un cas bullish extrêmement positif.
et ce qui se passe effectivement sur le marché qui, pour l'instant, tient encore très bien. Il y a beaucoup de questions, évidemment, qui restent sans réponse, mais quelles sont les questions qui tracassent, qui taraudent, on va dire le plus les investisseurs? Est-ce que parmi tous les échanges que vous avez, notamment avec les investisseurs étrangers, internationaux, et pas seulement, est-ce que c'est de savoir si la France va avoir un budget, si le shutdown va se terminer aux États-Unis, si voilà, la saison des publications de résultats, qu'est-ce que ça va donner avec des niveaux de valorisation qui sont assez tendus? Est-ce que voilà, Trump est en train de se relancer dans une guerre tarifaire avec la Chine? On a vu comme le mouvement vendredi, qui est pas anodin, la réaction des marchés actions américains, entre 3 et 4% de baisse. Hein. Ouais, je pense que, enfin, comme souvent, le marché a du mal à penser à deux choses en même temps. Et on avait un tout petit peu mis sous le boisseau la question de la guerre commerciale à la suite des accords du mois de juillet et de la détente entre la Chine et les États-Unis. Et puis là, on a ce rappel que ça n'est pas terminé. Je pense que la question fondamentale dans le marché, et ça c'est le gros de mes conversations, elle se résume en fait à une seule chose. Est-ce que l'expérience de politique économique aux États-Unis, qui est quand même assez audacieuse, pour choisir un mot relativement neutre, est-ce que cette expérience va marcher ou pas? C'est ça, fondamentalement, ce qui fait un peu le débat. Et on oscille. C'est-à-dire qu'on est passé à l'hiver dernier, on a eu cette phase d'euphorie absolue où le pic, c'était probablement Davos, janvier 2025. Vous croisiez n'importe qui à Davos, il vous disait, voilà, l'Amérique est de retour, même, enfin, quel jugement qu'on puisse porter sur l'administration américaine, ça va vraiment marcher. Ça s'est complètement renversé au mois d'avril avec le Liberation Day. Et puis là, depuis l'été, on est dans une sorte de bon, finalement, c'est pas si catastrophique que ça, c'est finalement plus compréhensible que ça va passer. Et là, donc, on a ce rappel vendredi du fait que la guerre commerciale n'est pas terminée. On a le shutdown, dont l'effet direct me paraît probablement gérable. Hein. On parle en général de 0,1 point de croissance par semaine de shutdown. Mais c'est ce que ça dit, hein, le shutdown. C'est la première fois, fondamentalement, depuis le mois de janvier, que Trump se heurte à un mur institutionnel. Et c'est pas le seul. Parce qu'on a, par exemple, le mur opposé par la Cour suprême sur le renvoi de Liz Cook du board de la Fed. On ne sait pas quelle sera la décision finale de la Fed, mais en tout cas, pour l'instant, Liz Cook reste à la Fed. On a le fait que les sénateurs républicains ont refusé la nomination d'Anthony au BLS. Tout ça, ce sont des micro-événements, entre guillemets, qui, pris ensemble, nous disent que ça devient peut-être un peu plus compliqué. La mise en œuvre de l'agenda Trump devient un peu plus compliquée, mais peut-être parce qu'il devient un peu plus compliqué, il y a une tentation de la part de l'administration américaine de rajouter, et donc de nous faire, par exemple, le vendredi, cette nouvelle poussée de fièvre sur les tarifs, même si je pense que sur le fond, il y a quelque chose de plus existentiel qui se joue. C'est-à-dire que ce qui se joue là, entre la Chine et les États-Unis, c'est pas simplement le jeu habituel, je cherche à gagner un avantage juste avant la dernière négociation, c'est aussi derrière une vraie question de qui détiendra la domination de manière technologique dans les années qui viennent. Et ça nourrit un stress de fond, je pense, dans le marché. Et qui est amené à durer, qui n'a pas de raison de se solder comme ça à la fin du mois lors d'un forum et d'une rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump. Alors ça peut être un embrassement de Folleville, mais la question, comme souvent en la matière, ce sera pour combien de temps? Est-ce qu'on a réglé le problème de fond? Parce que le problème de fond, et pour ne pas être univoque, la Chine et les États-Unis sont sur deux trajectoires aujourd'hui qui effectivement ne permettent pas d'aboutir à un règlement de fond. Les États-Unis, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est de mener une espèce de politique industrielle sous stéroïdes, avec une très grande distance qui est prise par rapport au canon habituel de la politique économique aux États-Unis. Hein. Par exemple, la prise de l'entrée au capital d'Intel, l'entrée au capital de la mine en Californie de production de terres rares, la coercition imposée au Japon, à l'Europe pour investir dans les secteurs stratégiques aux États-Unis. C'est pas le fonctionnement normal du capitalisme américain. Donc il y a cette volonté de politique industrielle très puissante aux États-Unis. Mais en Chine, on a quelque chose qui me paraît tout aussi potentiellement problématique, qui est la poursuite de cette politique, cette stratégie dite de qualité productive, qui repose sur le soutien à des secteurs industriels de pointe, mais qui aboutit aussi à la création de surcapacité au niveau mondial et qui nourrit en fait les tentations protectionnistes
pas simplement aux États-Unis, mais aussi en Europe, comme on le voit aujourd'hui avec les tarifs proposés par la Commission sur l'acier. Donc on a deux bateaux de croisière, là, c'est même deux paquebots, hein, qui sont sur des routes qui pour l'instant ne bougent pas, qu'on peut comprendre pour des raisons d'intérêt national, mais qui, à mon sens, ne permettent pas d'aboutir facilement à une entente entre les deux pays. Gilles, retour en France, il faut parler de ce qui se passe chez nous. Quand on voit les taux souverains français, je regardais, qui sont à peine au-dessus des 3,40 sur le 10 ans français, on a du mal à croire qu'on puisse vivre qu'on vit actuellement une crise politique. Il n'y a pas une espèce de mansuétude des investisseurs à propos de la crise politique en France, de ce qui se passe, ou est-ce que c'est tellement compliqué vu de l'étranger qu'ils ne comprennent pas trop en fait, et ils ne cherchent pas trop à comprendre? Je suis partagé là-dessus parce que quand même, on a tendance à l'oublier parce qu'on s'habitue à tout, et on s'habitue à tout très vite en fait. Le spread français est quand même incomparablement plus élevé qu'il ne l'était avant la dissolution de 2024. Et donc aujourd'hui, que ce soit en termes absolus... Oui, mais c'est 30 points de base de plus, 0,3%. Je veux dire, c'est pas non plus... Mais ça veut dire que la France, parmi les grandes signatures européennes aujourd'hui, est celle qui paye quand même le rendement le plus élevé. C'est pas rien quand même. Et il y a une espèce de hiérarchie implicite des rendements en Europe, et bouger cette hiérarchie implicite, c'est quand même très très compliqué. La hiérarchie qui s'établissait jusqu'il y a quelques semaines, elle était là depuis quoi? 10 ans, 20 ans, hein. L'Allemagne, puis les Pays-Bas, puis la France, puis l'Italie, l'Espagne, etc. Le renversement auquel on a assisté est quand même un renversement vraiment très important. Alors, pourquoi est-ce que ça ne bouge pas plus? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a une raison macroéconomique de fond, qui est que, alors on est tous marqués par nos histoires personnelles, mais moi j'ai beaucoup travaillé sur les crises souveraines des périphériques il y a une dizaine d'années, un peu plus maintenant. Les ingrédients qu'on trouvait à l'époque dans les crises souveraines, on ne les trouve pas tous en France aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à excédent courant et épargne. Voilà ce qui nous immunise, c'est ça? C'est vraiment important. Et c'est vraiment important. Et ce qui était frappant quand on regardait des pays comme l'Espagne, l'Irlande, etc., c'est que la source du problème n'était pas nécessairement le souverain. La source du problème était souvent ailleurs, était dans un système financier qui était fondamentalement déficient et qui devenait insoutenable. La progression très forte du marché immobilier, des pratiques bancaires un peu compliquées. On n'a pas ça en France. C'est-à-dire qu'on a effectivement une balance courante fondamentalement équilibrée. Autrement dit, on arrive en termes agrégés à financer le déficit de l'État avec de l'épargne privée, sans avoir besoin de faire appel à l'étranger. Alors, il y a des étrangers qui investissent dans la dette publique française, mais on pourrait faire sans. C'est quand même quelque chose d'important. Et puis, on n'a pas cette crainte autour de l'organisation du système financier français. Je pense que ça, c'est une grande différence. Et maintenant, pour finir, j'ai l'impression que là où il y a mensuétude, c'est que, pour moi, c'est pas vraiment une mensuétude. C'est le fait que le marché, en fait, depuis la dissolution, est rentré dans une attitude assez binaire, qui est-ce que l'épisode auquel on assiste aujourd'hui va déboucher sur de nouvelles élections qui pourraient amener au pouvoir des stratégies économiques radicales? Si on se rapproche, là, on voit qu'il y a une tension. Et dès qu'on s'en éloigne, la tension retombe un petit peu. Donc, Gilles, le pire des scénarios, donc c'est quoi le pire des scénarios pour les marchés sur la France? C'est la dissolution, c'est la démission? C'est pas, enfin, la dissolution, c'est toute situation qui amènerait à devoir presser davantage la possibilité que la France aille au-delà de sa situation budgétaire qui est déjà problématique et se lance dans une vraie aventure de politique économique. C'est ça pour moi qui est le vrai souci sur le marché. Mais encore une fois, la situation macro-agrégée de la France n'est pas la situation macro-agrégée des pays. Imaginons qu'il n'y ait pas de dissolution, mais qu'il n'y ait pas non plus de budget. S'il n'y a pas de budget, Bercy nous dit que globalement, on tend vers 6% de déficit public l'an prochain. Ça crée un stress de marché ou pas? C'est probablement cohérent avec une espèce d'érosion, enfin de dégradation lente. Là, si on n'a pas de budget, il faut s'entendre sur ce qu'est ne pas avoir de budget. Parce que si on n'a pas de budget, on aura probablement une loi spéciale. C'est ce qu'on avait déjà eu à la fin de l'année 2024.
Donc le marché l'a déjà testé, c'est ce que c'est. Donc il y aura probablement pas de mouvement très, très, très dramatique. Ça dépend ce qu'on en fait. C'est-à-dire, si une loi spéciale, c'est purement répliquer les dispositions de la loi de finances de 2025 pour 2026, derrière, en fait, ce que ça veut dire, c'est année blanche, techniquement. C'est-à-dire que on n'indexe pas les tranches d'imposition selon l'inflation, on n'indexe pas les prestations sociales sur l'inflation, et donc on garde les choses en L'année l'état. blanche concerne aussi, j'avais un doute, les prestations sociales, les dépenses sociales. Sauf dans les cas où, il y a quelques cas où l'indexation est automatique. Oui. Dans la plupart des cas, il faut qu'il y ait une décision positive d'indexation. Maintenant, la différence, c'est que, donc, en toute chose égale par ailleurs, c'est quelque chose qui paradoxalement peut conduire à maîtriser le déficit. La différence, en revanche, c'est que cette année, on attend, enfin pour l'année prochaine, on attend très peu d'inflation. Et l'inflation française aujourd'hui est déjà très faible. Donc l'économie qu'on réaliserait en faisant une vraie loi spéciale sans indexation du tout, parce que l'année dernière, à la fin, on avait craqué, on avait fait une indexation partielle, de toute manière, ça induirait moins d'économies que l'année dernière. Donc est-ce que ce serait cohérent avec, oui, une certaine dérive supplémentaire? Probablement, mais la loi spéciale, encore une fois, on l'a déjà testé, on sait ce que c'est. Je ne suis pas sûr qu'en soi, ce soit un détonateur. Avant de se quitter, Gilles, en 30 secondes, bon, pour vous, le scénario politique qui vous angoisse le plus en tant qu'économiste, évidemment, c'est l'aventure, c'est d'avoir peut-être une dissolution aussi, où on a un Parlement, une Assemblée qui est fracturée et qui est aussi peu claire qu'aujourd'hui, ou avoir effectivement une aventure économique. C'est quoi une aventure économique? Soyez plus précis. Voilà, ce serait une sortie. J'écoutais juste avant votre émission un avoinu sur France Culture avec Alain Minc. Voilà, il parlait du cercle de la raison. Donc voilà, un ensemble de politiques économiques qui s'écarterait de ce qu'on fait en France, selon tous les gouvernements, depuis en gros 40 à 50 ans. Allez, merci beaucoup. Entretien avec vous. Gilles Moec, le chef économiste du groupe AXA, c'est toujours hyper intéressant. Merci à vous. Interview retrouvée en replay sur YouTube également, sur Boursorama, 14 h. Merci. Merci Gilles. Vous faites